Les 2 fois de ma vie où on m'a appelée négresse, une fois à 12 ans et une fois l'année dernière, c'était par les adultes qui reproduisaient des schémas et des imageries racistes qu'on leur avait inculqués, sans se rendre compte des dommages qu'ils faisaient à la négresse concernée et à ses propres imageries racistes intériorisées. J'ai grandi avec ma mère, une petite brune anglaise aux cheveux longs bruns et lisses, à qui on demandait souvent si elle était ma babysitter. D'une part parce qu'elle m'avait très jeune, et d'autre part parce qu'elle est blanche et moi non. J'ai toujours aimé ses cheveux lisses. Je me rappelle d'ailleurs de mon nom petite lorsqu'elle se débattait avec les miens comme elle pouvait. J'ai encore des frissons d'horreur en pensant aux séances de démêlage à sec, avec des peignes et des brosses pas du tout adaptées à mes cheveux. Elle me faisait toujours des couettes où j'avais toujours les cheveux quasiment rasés, et elle a souvent lutté avec mes cheveux qui étaient très différents des siens. J'ai d'ailleurs longtemps détesté mes cheveux, car ils ne ressemblaient ni à ceux des femmes de ma famille, ni à ceux de mes copines, ni à ceux des dames que je voyais à la télévision ou dans les films. Plutôt difficile de s'identifier capillairement à Julie Lescaut ou Joséphine Auclair-Zin, mes deux personnages préférés du dictionnaire quand j'étais petite. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs penser à une présentatrice ou actrice noire une actrice noire française dans les années 2000? Audrey Pulvar et Karine Le Marchand, et leur brushing parfaitement lisse, sont les 2 seules qui me viennent en tête. Aussi importante qu'ait été leur présence respective au sein du paysage audiovisuel français, les rares personnes de couleur présentes dans les médias de l'époque étaient quasiment toutes aux normes capillaires occidentales. J'ai donc perdu des heures et des heures de ma vie à me lisser les cheveux pour me fondre dans la masse. Tellement d'argent dépensé pour des produits lissants miracle, tellement de brûlures avec mon lisseur qui était mon bourreau et mon meilleur ami, tellement de panique à l'approche de la pluie, du vent ou de l'humidité, et le pire dans tout ça, tellement plus de compliments quand j'avais les cheveux lisses. Enfin lisses, parlons-en d'ailleurs de cet entre-deux bizarre et volumineux qui est l'apanage des cheveux frisés qu'on essaie de dénaturer. Je frissonne aujourd'hui en regardant mes photos du lycée et toutes ces tentatives capillaires ratées. J'ai même essayé d'avoir une frange pendant quelques temps. J'ai donc porté mes cheveux attachés et tirés en chignon pendant une grande majorité de ma scolarité, sauf quand ils étaient lisses. Les rares fois où mes amis m'ont vu avec les cheveux au naturel et détachés, souvent en sortant du sport ou dans des contextes ponctuels, je pense que comme beaucoup d'entre vous ici, j'ai eu un panel assez complet de réactions allant du « Ah, je peux toucher, mais ça fait trop sauvage », c'est joli mais l'entretien ça doit être l'enfer, au très habituel et très redondant, c'est trop bizarre la texture, parfois même accompagné du doigt dans les cheveux inopinés. Tout le monde ne réagit pas comme ça, heureusement. Et j'ai eu aussi beaucoup de compliments sincères de mes amis et de mon entourage qui m'ont aidé à assumer mes cheveux au naturel. Mais comme ces remarques convenaient tout le temps, je m'en suis accommodée, surtout plus jeune, et j'ai même trouvé ça normal pendant des années, intériorisant sans m'en rendre compte tous ces comportements racistes. Je m'en ai accommodée car je voulais juste m'intégrer, je voulais juste être comme tout le monde, et surtout être dans les normes. J'ai compris des années après que dans nos sociétés occidentales, les cheveux et ma couleur de peau n'en faisaient pas vraiment partie. Dans notre société, être comme tout le monde, c'est plus ou moins être blanc. Dans notre société, être comme tout le monde, c'est avoir les cheveux lisses. J'ai donc évité de plus en plus de me lâcher les cheveux, lassée d'être une bête de foire isolée. C'est un drôle de sentiment que de se sentir réduit à des attributs sur lesquels on va surtout à l'adolescence d'ailleurs, mais surtout quand on est une fille, on essaye de se construire et de trouver notre place au milieu des canons de beauté irréels et inaccessibles que bombardent les médias. C'est à cet âge-là qu'il est plus important de voir des femmes qui me ressemblent à la télévision ou dans les magazines. Histoire d'éradiquer cette idée omniprésente que seuls les idéaux de beauté occidentaux importés et étaient admis comme normes. Grâce à Shonda Rhimes et d'autres producteurs de télévision américains, il y a eu quelques figures, puis la Grey's Anatomy ou Scandale. Difficile cependant à 14 ans de s'identifier à bébé et une chirurgienne de 40 ans. Difficile cependant à 14 ans de s'identifier à une chirurgienne quarantenaire aux cheveux lisses ou à une consultante à la Maison Blanche au brushing et à la garde-robe qui a des plus grands défilés. Et ce fut un premier pas, comme le fut Audrey Pulvar, Karine Le Marchand ou Tiana, la princesse et la grenouille. Comme le fut Beyoncé, dont j'ai toujours rêvé fan. Outre son talent, difficile de s'identifier à ses courbes parfaites, ses yeux presque verts et sa casquette de longs cheveux blancs lisses. C'est d'ailleurs pour ça que je souhaite travailler dans la télévision qui a besoin d'évoluer une diversité depuis, pour proposer aux petites filles de toutes les origines ethniques, tous les milieux sociaux et toutes les identifications en termes de genre ou d'orientation sexuelle, des programmes qui incluent des personnes qui leur ressemblent et auxquelles elles peuvent s'identifier. Mais revenons aux cheveux. J'ai terminé le lycée il y a 8 ans maintenant, et grâce à mon ami à Londres, clinique, cosmopolite et multiculturelle par excellence, et grâce à de nombreuses bonnes rencontres, beaucoup de soutien de mes proches et quelques déclics personnels, je me suis détachée petit à petit de ces carcans capillaires. J'ai appris à aimer mes cheveux et à en prendre soin, mais ce fut long et fastidieux. Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'apprendre comment m'en occuper, quels produits utiliser, m'a aidé à les aimer et à en être fière, même si j'apprends encore tous les jours au fur et à mesure que mon porte-monnaie se vide. Le chemin est encore long, car tant que le cheveu afro souffrira de stigmates dans le monde professionnel,
Tant que les gens se sentiront légitimes à nous toucher les cheveux, parfois accompagnés de phrases merveilleuses du style « tes cheveux sentent bon le sable chaud et la vanille, tu me rappelles les vacances », ce débat sera nécessaire. C'est toujours sympa l'année dernière. Aujourd'hui, les influenceuses, les personnalités publiques, les autres actrices usant de leur plateforme, des femmes comme Aline Tacite ou des événements comme celui-ci, sont la preuve du chemin qui a été parcouru. Mais ne perdons pas de vue la ligne d'arrivée. Un monde où les cheveux afro, des 3A aux 4C, seront considérés comme normaux. Un monde où l'on mentionnera plus les caractéristiques des cheveux crépus en les désignant comme anomalies génétiques dans les manuels de coiffure français. Et un monde dans lequel les petites filles n'auront plus à craindre les surnoms au cœur ou les mains investies dans leurs cheveux. Un monde où les femmes actives n'auront plus à craindre leurs cheveux afro, quelle que soit la manière dont ils décident de les porter, seront values par leurs employeurs qui les disqualifieront de postes pour lesquels elles sont compétentes. En bref, un monde où les cheveux afro seront considérés comme normaux, au même titre que tous les autres types de cheveux, et où on ne jugera plus le professionnalisme ou la personnalité d'une femme en fonction de la texture de ses cheveux ou de la couleur de sa peau. D'ici là, continuez à arborer fièrement vos afros, vos tresses, vos tissages, vos locks, vos perruques, vos foulards et tous vos goûts. C'est tout pour moi pour continuer librement d'être vous. Comme vous l'avez vu dans le teaser de notre reportage pour Maison Honnête, je ne suis pas la seule à avoir une relation difficile avec mes cheveux en grandissant. Même si notre société est parfois oppressante et souvent alarmante, heureusement, nous ne sommes pas les seuls à nous battre au quotidien pour l'explosion de ces carcans raciaux et pour s'attaquer au racisme sous toutes ses formes. Je laisse donc la parole à Eric, un de nos plus féroces alliés. Merci à tous. Bonjour. Alors, il est possible que vous disiez c'est un blanc qui va continuer, c'est un blanc qui fait le reportage, c'est pas tout là. Je peux comprendre. Et à ceux qui ne se le disent pas, je peux comprendre aussi selon les raisons. Pour être honnête, souvent les femmes que je démarchais pour faire ce reportage se demandaient pourquoi. Pourquoi un homme s'intéresse à eux. En plus, je le répète, pourquoi lui. Souvent, je leur répétais que c'est pas moi l'important. C'est pas moi qui compte. Et je l'ai souvent dit et répété parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai hésité à monter sur cette scène. Je suis pas dessus. Mais pendant longtemps, j'ai hésité à être là. Pendant longtemps, j'ai hésité à porter le reportage, vu que ce soit Ferrel qui porte son nom. Et j'hésitais pour une chose, parce que je refusais que le prisme patriarcal et blanc de notre pays fasse de l'ombre à ce sujet si important que soit le cheveu afro et toutes les discriminations qu'il peut subir. Alors finalement, je suis là. Je suis là pourquoi? Parce que j'ai écouté des femmes qui font l'histoire et des femmes qui font le quotidien, des femmes qui sont dans mon reportage. Je les ai écoutées et j'ai retenu une chose, c'est que parfois, pour gagner une bataille, il suffit de se battre avec les armes de l'ennemi. Parce que, du coup, je suis là. Mais je m'interroge encore parfois, est-ce que c'est normal que je sois là? Qu'est-ce qui est normal? Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que j'ai toujours quelques questions qui me trottent dans la tête, et d'ailleurs je voulais vous demander, quelles sont les femmes dans cette salle qui se sont déjà fait toucher leurs cheveux dans un lieu public? S'il vous plaît, levez la main. Parmi ces femmes-là, quelles sont celles qui, à un moment donné, n'ont pas osé dire non, n'ont pas osé dire stop? Voilà pourquoi je suis là. Parce que pour certains en France, en 2018 et à l'aube de 2019, c'est normal de toucher des cheveux afro. Et pour d'autres, c'est normal de se laisser toucher les cheveux. Donc c'est un double problème. C'est une double facette. Et je les vois venir les questions. Non mais Emmerich, si elles veulent pas se faire toucher les cheveux, elles ont qu'à dire stop. Cette facette-là du débat, c'est l'issue de facilité au débat. La vraie question, c'est qu'est-ce qui crée cette incapacité? Qu'est-ce qui crée chez ces femmes cette incapacité à dire non, à dire stop? Peut-être que le blanc ne lui laisse pas le temps en général. Vous savez, j'ai une anecdote à vous raconter. Il y a plein de réponses à apporter aux questions et à cette double facette. Mais d'abord, du coup, j'ai cette anecdote. Il y a quelques temps, je travaillais encore avec Feriel dans un lieu que je nommerai pas. J'avais une collègue que je nommerai pas, mais qui était blanche. Et donc on parlait d'une autre jeune femme blanche, et elle nous a tenu les propos suivants. Elle a dit oui, donc vous savez, elle avait des cheveux normaux. J'ai rien dit. Elle est intervenue. Elle lui a dit comment ça, normaux? J'ai pas des cheveux normaux, moi. Et là, elle a rajouté eh si, mais tu vois ce que je veux dire, tu comprends. J'ai beau, je vois pas. Enfin, si je comprends au final.
Je comprends quand je vois ce pays, le prix des produits pour entretenir les cheveux afro, cette capacité qu'on a à vouloir le rendre lisse, je comprends ce qu'elle voulait dire. Pour elle, la norme, c'était le lisse. Pour elle, la beauté normale, c'est le blanc, c'est le lisse. Alors je dis, je comprends. J'entends par là que je déchiffre ces propos. Par contre, je refuse catégoriquement de les admettre. Je refuse catégoriquement pour deux choses. Premièrement, parce que j'estime qu'aucun être humain est plus normal qu'un autre. Deuxièmement, si je devais jouer à ce jeu pernicieux, la première femme et la première homme sur Terre étaient noirs. Donc, mesdames, vous gagnez. Vous êtes plus normal que... Mais c'est un autre débat. Parlons éducation des masses. Je sais que le mot éducation parfois peut interloquer, mais il s'agit de ça là en ce moment. Être une femme au quotidien, c'est déjà assez compliqué. Ça, je pense que personne ne va vous dire le contraire. Alors être une femme noire, c'est toute autre chose. Il y a bien des discriminations à déconstruire. Mais nous, on va commencer par celle des cheveux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une double facette à ce débat. Alors effectivement, mesdames qui portent un afro ou des tresses ou quoi dans la salle, vous avez une responsabilité. Je vais la résumer en deux mots. Aimez-vous. Aimez-vous pas seulement parce que vous êtes belle physiquement, aimez-vous parce que vous endurez tout ça au quotidien et vous le surmontez. En fait, plantez sur cette partie visible de l'iceberg un grand marapeau qui fait votre ode, qui fait l'ode de vos cheveux, et ainsi, nous après, on s'occupera de la partie plus enfouie, la plus problématique, la plus grosse. Quelle est-elle, cette partie problématique? Donc maintenant, plongeons et essayons d'offrir une bouffée d'air frais à toutes celles qui suffoquent au quotidien. Parce que c'est scientifique. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas besoin de solution. Si vous ne tentez pas de retoucher les cheveux, elle n'aurait pas besoin de trouver des solutions pour ne pas se faire toucher les cheveux. Donc, plongeons-nous sur cette partie-là du problème. Que vivent ces femmes au quotidien? Elles vivent dans une société où depuis petit, les pubs qui passent à la télé pour d'hommes, les petites filles ne leur ressemblent pas. Elles vivent dans une société où elles jouent avec des poupées qui ne leur ressemblent pas, elles sont blondes avec des joues lisses. Elles vivent dans une société où les peignes de maman font mal parfois, et où maman parfois ne sait même pas s'occuper de ses cheveux. En fait, elles vivent dans une société où constamment il est dur d'avancer avec ses cheveux. Et une fois qu'elles grandissent, si par force de caractère elles s'extirpent de tout ça et elles assument leurs cheveux, dans quelle société elles vivent ces femmes? Elles vivent dans une société où parfois on leur demande de venir sur leur lieu de travail coiffés différemment. Alors c'est pas dit directement, mais on leur fait comprendre. Une société où elles ont vite compris que les pubs d'hommes c'était pas pour elles, il faut aller chercher d'autres produits, mais ces produits sont bien plus chers. Une société où on lui dit ah t'es belle pour une noire. Une société où en fait constamment on lui rappelle cette différence-là. Et une société où par moment, la vingtaine passée, il est carrément nécessaire de se raser la tête pour redonner une santé capillaire à ses cheveux. C'est ce qu'on appelle le big shop. Et une société où parfois il y a des questions graves pernicieuses, alors qu'elles sont sur le point de tomber amoureuses, parfois d'un blanc, elle se dit mais attends, il m'aime pour moi ou il fait de moi un trophée tropical? Vous vivez ça, vous? Je vous parle à celles qui ne portent pas ses cheveux ou à ceux qui ne portent pas ses cheveux. Ben, elles vivent ça au quotidien. Ça fait froid dans le dos, mais c'est ce que se prennent dans la face quotidiennement toutes ces femmes. Alors, ça peut effrayer, mais l'iceberg commence à émerger, restons ensemble. Je voudrais maintenant m'adresser à toutes les femmes ou tous les hommes qui commencent à se sentir inconfortables dans ce débat. Ils disent mais pourquoi il me dit tout ça? Moi je suis pas comme ça, je fais pas des attaques, etc. Avant de vous donner la parole, ensuite on se posera des questions, j'aimerais préciser une chose. Il s'agit là d'une introspection, pas d'une agression. Et si vous ne voulez pas faire cette introspection, sachez que beaucoup de ces femmes ne souhaitent pas se faire agresser au quotidien. Vous savez, il y a un auteur phare quand on s'intéresse à tous ces sujets qu'il faut retenir. C'est Frantz Fanon. Et Frantz Fanon, il disait une chose. Lorsqu'on s'intéresse à ça, il convient avant tout de tuer le reste de Colombo. Voilà, dit comme ça, c'est rentre dedans. Mais ça signifie quoi? Ça signifie se mettre devant une glace, s'interroger tout simplement. L'avez-vous fait? Parce que si vous êtes dans la salle et que vous trouvez ça cool de toucher les cheveux afro, si vous avez déjà dit à une collègue t'es belle pour une noire, si vous lui avez déjà dit allez, je me dis ça te va mieux. Si vous avez déjà tenté de toucher ou juste de lever la tête quand elle rentre en réunion avec son afro, demandez-vous vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de quoi vous trouvez ça plus beau? Vis-à-vis de quoi vous trouvez ça plus normal? La réponse est sûrement vis-à-vis de vous. Parce que globalement, vous n'avez pas les mêmes cheveux. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes amis.
vous ne fréquentez pas les mêmes lieux. En somme, la beauté noire que vous voyez au quotidien, elle détonne dans votre quotidien. Eh bien, devinez quoi? C'est la même chose pour elle. Elle n'a pas les mêmes cheveux, ça c'est factuel. Elle n'a peut-être pas les mêmes amis, vous êtes le seul dans son entourage. En général, c'est moi. Vous ne fréquentez pas les mêmes lieux, mais il y a une différence entre vous et elle. C'est que quand vous rentrez en réunion avec un brushing et plus lisse, elle ne lève pas les yeux au ciel. Elle ne vous demande pas de changer de coupe de cheveux pour rentrer en réunion, justement, ou elle ne vous dit pas que vous êtes belle pour une blanche. En fait, toutes ces différences-là, il y a une chose à retenir. C'est que vous avez le droit de voir une couleur. Vous le devez. Vous le devez pour constater la pluralité de celui qui en fait sa singularité. Par contre, vous êtes interdit de penser une couleur. Penser une couleur, c'est quoi, vous allez me dire? Penser une couleur, c'est commencer à dévisager, tenter de toucher les cheveux de quelqu'un. Parce que quand vous faites ça, vous chosifiez ces hommes et ces femmes. Leur afro, c'est pas un être à part qui se balade dans la tête, là. Ça fait partie d'eux. Et par conséquent, toutes les attaques qu'on leur impose font partie d'eux. Et par conséquent, toutes les attaques que vous, il peut émaner de vous, elles font partie de vous. Et là, normalement, vous commencez à vous ressentir inconfortable. Parce que c'est dur de se dire, moi j'attaque quelqu'un, et qui plus est quand c'est des attaques racistes, parce que c'est du racisme. Mais le problème, et pourquoi souvent il y a des problèmes autour de ces débats-là, c'est qu'on évolue dans une société où depuis, je vais être gentil, 10 ans, notre définition du racisme, elle est obsolète. Le racisme, c'est pas juste voter FN, c'est pas juste insulter quelqu'un, c'est plus ça. Le racisme, c'est ne pas se rendre compte, en tant que blanc, qu'on ne subit pas des choses que d'autres personnes pour leur couleur de peau subissent. C'est ça le racisme. Et Robin DiAngelo, une sociologue américaine, elle a théorisé tout ça. Et elle a théorisé notamment cette incapacité qu'a le blanc de parler de ça, cette incapacité qu'on a de discuter avec lui. Parce que ça a déjà dû vous arriver, et vous commencez à vous plaindre, on vous dit « ouais, mais t'es parano. » C'était pour rigoler. Ben non. Robin DiAngelo, elle dit quoi? Elle dit que le blanc évoluant dans une société qui est faite par lui et pour lui, n'est jamais confronté à sa couleur de peau. De ce fait, quand on lui met sous les yeux des privilèges et des attaques qu'il fait à cause de sa couleur de peau, il se braque. Il ne veut pas entendre. Et bab tout fragile, ça vient de là. Ça s'appelle la white fragility. C'est pas juste pleurer dans l'équipe de Drake. Si je vous dis tout ça, c'est surtout que voir le problème, c'est le premier pas pour le supprimer. Et si on n'identifie pas un problème, difficile ensuite de lutter contre. Vous savez, ça fait 8 mois, voire 10, qu'avec Feriel, face caméra, on discute avec des femmes qui portent cet afro ou ces cheveux 365 sur 365 ou moins, parfois depuis 40 ans, parfois depuis 20, parfois depuis très peu de temps, ou parfois toujours pas. Et après toutes ces discussions, il y a un mot qui revient. Problématique. À un moment donné de notre existence, Émeric, nos cheveux sont problématiques. Alors pourquoi? Pourquoi ils sont problématiques ces cheveux? Face à ce sentiment de problème, il y a plusieurs types de réactions. Il y en a certaines, elles ont de la peine, elles ressentent de la peine. Il y en a d'autres, elles sont beaucoup plus pragmatiques. Écoute, il me faut de l'argent, il faut que je travaille moins vite quand on touche les cheveux ou quand on dévisage, donc moi je dis ce que je défrise. Et puis pour d'autres, elles n'ont même pas assimilé de problème de par tout ce que je viens de citer avant. Toutes ces sociétés blanches qui n'est pas faites pour elles. Alors, le choix, qu'en reste-t-il? Parce que je vois aussi venir les remarques, ouais mais mec, elles peuvent juste se défriser les cheveux si elles en ont. C'est deux choses différentes. Je vais revenir dessus. Se lisser les cheveux, ça appartient au domaine esthétique. Là, je parle pour les messieurs dans la salle. Si vous voulez que vos copines restent avec vous, dites-leur qu'elles sont belles différemment parce qu'elles ont besoin de changer pour se sentir belles. Et le problème, c'est que se lisser les cheveux doit être un choix. Mais ce choix-là, il doit être fait en conscience. J'entends par là que, vivant dans une société où le cheveu afro n'est pas mis à un rang esthétique assez élevé, difficile de faire le bon choix. Et depuis des années, c'est encore ma nièce. Depuis des années, le travail de Rokhaya Diallo, plus récemment, pour le coup, Aline Tassi, qui a commencé depuis 20 ans, Juliette Smeralda, une sociologue, et même ce reportage, du coup, qu'on fait ambitionne de rendre ce rang esthétique assez élevé aux cheveux afro, afin que tous les choix se fassent à conscience. Et que quand une femme décide de se lisser les cheveux, c'est parce qu'elle le décide vraiment.
Par contre, se défriser les cheveux, c'est toute autre chose. Se défriser les cheveux, c'est le même combat que le choco. Vous savez, c'est produit pour s'éclaircir la peau. C'est la même chose. C'est la même chose. Premièrement, c'est une négation de l'être. Et quoi de plus pernicieux que de dire à quelqu'un que t'es belle, mais pas comme t'es. Et deuxièmement, c'est dangereux pour la santé. Toutes les études ont montré que les femmes qui ont le plus de cancer du sein, ce sont celles qui utilisent des produits défrisants. Donc, c'est dangereux pour la santé. Face à tout ça, il revient de... Face à tout ça, vous savez, je veux vous dire, dans ce reportage-là, il y a des femmes qui m'ont parlé et qui m'ont dit moi, tu sais, je déteste les cheveux, je me déteste à moi. C'est grave quand même. Depuis quelques années, il y a eu un boom, une explosion. Ce matin, je ne sais pas si vous étiez tous là aux conférences, mais quelqu'un a parlé de Kim Kardashian. J'ai beaucoup rigolé depuis mon stand, parce que Kim Kardashian, c'est la reine de l'appropriation culturelle. Et il a fallu que Madame Kim arrive avec ses grosses fesses et ses grosses lèvres pour que ce soit enfin acceptable. Mais avant, c'était des moqueries. Avant, le corps noir était décrié constamment. Donc, se baser sur ça, c'est pernicieux. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que comme l'a dit Aline Tacite, et je vais revenir aux cheveux, ce cheveu afro, c'est le plus maniable de tous. C'est celui qui permet de tout faire. Il faut juste apprendre des techniques. Et il est grand temps que l'on rende à ce cheveu afro son rang de cheveux normal, comme les autres. J'aimerais vous confier une dernière anecdote. Il y a peu, une femme que je connais s'est fait engager dans un magasin de luxe à Paris. Et on lui a dit, ok madame, ça va pour nous, vous pouvez venir travailler chez nous, par contre ce sera sans retraite. Alors le manager il s'est empressé de lui préciser, moi ça va, mais c'est en haut que ça gêne. Mais du coup, qui est en haut? Parce qu'il me semble que premièrement, plus on évolue dans une entreprise, plus les postes se réduisent. Donc je me demande juste, pour qui ces femmes se retiennent, pour encore combien de temps? Et puis une nouvelle fois, est-ce que c'est normal? Pour préparer cet oral-là, malgré mes trous de mémoire, je l'ai préparé, j'ai lu à des amis concernés par la problématique, Perrier et d'autres, ce que je suis en train de lui dire. Et tout le monde dit un truc. Mais Emery, on n'est pas normal, on est différent. Différent par le prix des produits afro, je le répète, pour les prix pour entretenir les cheveux afro. Différent par les conditionnements dans lesquels on se place avant juste un rencard, un entretien d'embauche, ou pour aller louer un appartement. Pour tout ça, on est différent. Vous savez, le plus triste, c'est que 99% du temps, après avoir parlé avec ces femmes-là, je me rendais compte que 99% de ces femmes-là étaient immensément courageuses et fières. Courageuses parce que, alors qu'elles avancent à contre-courant dans cette société, elles ont fini par atteindre un rivage où elles arborent leurs cheveux fièrement. Courageuses parce que pendant la traversée, elles portent un poids de plus. En plus d'être des femmes, elles sont des femmes noires. Courageuses parce que parfois elles acceptent encore le temps d'une après-midi de prendre sur elles et de se lisser les cheveux, alors elles devraient pouvoir aller là-bas avec leurs cheveux normaux. Alors, je ne vous demande pas forcément de vous battre, libre à chacun de s'engager ou non. Je vous demande juste une chose. À défaut de vous battre avec elles, ne les empêchez pas de gagner. Je vais conclure. Mon dernier propos sera de dire que le blanc n'est pas une couleur à part, c'est une couleur comme les autres. Le lisse n'est pas une texture normale, c'est une texture comme les autres. Il est important de le répéter, tant que, à force de mettre l'afro en exergue, d'en faire une différence qui est une différence pernicieuse qui soit disant belle, on le met loin. Et ces femmes ne vivent pas normalement. Et par contre, on met en avant un blanc, un être blanc, ses cheveux blancs et lisses. On le met en avant dans une société qui est déjà faite par lui, pour lui, et qui au final est le seul à vivre différemment, normalement. Alors si je termine sur ça, c'est pas pour braquer les blancs dans la salle. C'est juste histoire de vous dire et de vous répéter, c'est en ciblant un problème qu'on peut d'abord le régler. Alors une dernière fois tous ensemble, j'aimerais qu'on se demande, et si c'était nous le différent? Je vous remercie, la culture comme toi comme culture. Emery, Hélène, les Voilà, on a voulu se prêter à cet exercice.
Émeric a rencontré Agnès, c'était dans l'association, et Agnès est venue me voir et m'a dit, j'ai rencontré un blanc, mais comment il parle bien. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, regarde cette vidéo. J'ai regardé la vidéo et j'ai eu la même réaction. Mais comment il parle bien? Et on a eu un rendez-vous, et lors de ce rendez-vous, on a échangé franchement, parce que c'est ce qu'il a dit. Ne nous bloquons pas devant les mots, ne nous bloquons pas devant des a priori. Ce sont des thématiques dont nous devons parler avec hauteur, avec fierté et surtout décomplexé. Maison de Knowledge, Émeric, Feriel, je vous dis merci. Juste, je vais vous faire passer le micro si jamais vous avez des questions. J'aimerais préciser une chose sur mon intervention, c'est que j'espère qu'il y ait plus de blancs dans la salle. Donc du coup, mon propos, comme vous avez pu l'entendre, c'était pas mal dirigé dans ce sens-là, mais sans aucune prétention. Je pense que même dans ce propos-là, si je m'adresse à eux, il reste des clés à prendre et qui pourront peut-être servir lors de prochaines agressions. Et voilà, je vous souhaite de les utiliser et si jamais vous avez des questions, je suis à votre écoute. Qui m'ont dit ah oui mais elle n'est pas encore assez mûre parce que du coup j'avais des tresses, enfin, je sais pas, je pensais que ça allait avec des personnes. Et c'est aussi de se dire que c'est pas facile mais il faut prendre le temps et de toute façon notre existence elle est très très longue donc au final si on a un objectif on peut y arriver à un moment donné. Et avec nos cheveux, à partir du moment où on est belle avec nos cheveux courts, qu'ils soient crépus ou pas, là, je pense qu'on est belle avec tout notre type de texture parce qu'au final nos cheveux peuvent être tellement modelés de diverses manières que on peut se dire qu'on est des femmes vraiment multiples avant tout et qu'on a une beauté qui est exceptionnelle. Et ça ne veut pas dire que les beautés des autres n'existent pas, mais c'est dire qu'il faut nous répéter parce que c'est parce que la société nous dit au quotidien. Bonjour. Pour ajouter à ce qu'elle disait, j'aimais pas du tout mes cheveux avant. Je les voulais lisses et soyeux et tout. Et à force de les détester, j'ai appris à les aimer. Grosse ironie. Et je peux pas sortir sans affront maintenant. Donc moi, je pense que le cheveu, ça représente vraiment l'âme de quelqu'un. Et il ne faudrait pas avoir honte de son âme. Et les gens qui disent oui, je m'aime, mais j'aime pas mes cheveux, bah non, tu t'aimes pas. Et ça, c'est pas normal. Tu t'aimes pas, tu vivras avec toi-même, tu es né avec toi-même, tu mourras avec toi-même. Et c'est nous, la première personne qu'on devrait apprendre à aimer. Et le cheveu, c'est ce qu'on voit apparemment le premier. Quand on est malade, ça tombe. Quand on vieillit, ça devient tout gris. C'est exactement la même chose. Donc pour moi, c'est une permanence d'évolution les cheveux. Donc il ne faudrait pas s'arrêter sur quelque chose, des a priori, des stéréotypes, de ce que la société veut nous faire croire que non, on est très beau et ça restera toujours pareil. Donc voilà. Bravo. C'est juste une petite intervention par rapport à ce que vous avez dit. J'ai trouvé le discours légèrement tranché. J'ai les cheveux naturels et j'aime mes cheveux et j'aime les aborder, mais par contre je trouve que c'est juste dommage de dire aux femmes par exemple qui ont les cheveux défrisés, qui font le choix de se défriser les cheveux, parce que j'en ai aussi autour de moi qui aiment leurs cheveux tout simplement défrisés, c'est un choix aussi, mais que... En fait, s'il a dit qu'il faut que ce soit un choix, pas à cause de la société. Alors, il a dit que c'était un choix, mais que c'était pas complètement un choix, parce que finalement, à moins que je me sois trompée, je pense que c'est ce qui a été dit. Vous voulez que je réponde maintenant? Oui, parce que du coup, a priori, j'ai mal compris. Donc... Alors, j'ai dit que lorsqu'on se lissait les cheveux, ça devait être un choix, ça devait être un choix fait en conscience. Moi, pour moi, se défriser les cheveux, ça va au-delà de se lisser les cheveux. Et du coup, j'ai une question à vous poser à votre tour. Parce qu'on nous a ancré dans la tête, et dans la tête de ces femmes-là, que le défrisage pouvait être un choix. Si moi, demain, ou si un de vos enfants ou un de vos proches, puisque, comme je l'ai dit, c'est un produit dangereux pour la santé. Moi, quand j'allais à la plage, j'étais blanc comme jamais. Ma mère, elle ne me laissait jamais partir sans crème soleil. C'est la même chose, on nous a ancré ça, que c'était un choix potentiel. Mais c'est pas un choix potentiel. À partir du moment où la majorité des femmes qui ont des cancers du sang, c'est dû à ce produit-là, à partir du moment où ça abîme le cuir chevelu et ça repousse plus, c'est pas un choix. Ça, c'est un choix tranché. Parce qu'à un moment, ça va se répercuter dans la vie. Ça, sur le principe, je suis d'accord. C'est-à-dire le fait de se lisser les cheveux. Vous parlez en fait du fait
se dénaturer les cheveux. Le fait d'enlever, de dénaturer complètement les cheveux, parce qu'on les défrise, on perd la nature de ses cheveux. Donc ça, je suis d'accord, mais la seule chose, c'est que de ce que je vois comme tendance, c'est qu'on est naturel, on l'assume, on est fiers de ce que l'on fait, et il ne faut pas tout simplement obliger les autres. Enfin, c'est mon sentiment, parce que je le vois aussi bien sur les réseaux sociaux qu'autres. En fait, il y a des naturels qui ont tendance à, entre guillemets, dire aux autres, si vous défrisez vos cheveux, c'est que vous ne les voulez pas, etc. Je pense que c'est un choix quasiment aussi, au même titre que celles qui mettent des perruques, des tissages ou autres. En fait, on devrait tout simplement, toutes les femmes, avoir le droit de faire ce que l'on veut de nos cheveux, de tout, en fait. Que ce soit bien ou mal, hein. C'est dans ce sens-là. Après, c'est un choix personnel qu'elles ont le droit de faire, que je comprends, que je ne fais pas, parce que personnellement, c'est pas ce que je préfère. Mais je pense qu'on devrait leur laisser aussi cette liberté-là. Merci pour votre question déjà. Et alors je me suis peut-être mal exprimé. Si j'ai mal porté mon propos, je reviens dessus, je le répète. C'est la première chose que je dis. Fais ce que tu veux. Mon seul message, c'est est-ce que tu le fais en conscience ou non? Parce que des amis proches à moi qui m'ont dit pendant des années, je vais vous dire même le reportage, il y a une première anecdote qui m'a poussé à le faire, qui m'a fait gamberger. L'un des trucs qui m'a fait passer à l'acte, c'est ma meilleure amie qui est venue me dire « Ouais, Maurice, t'avais raison, pendant des années, je croyais que je le faisais pour moi, et en fait, c'était pas pour moi que je le faisais. » Et là, j'ai dit « Ah, d'accord. » Mais comme je l'ai dit, et comme la dame va gentiment faire remarquer, je l'ai dit à un moment donné, libre, une femme doit être libre, peu importe. Mais c'est que quand elle traverse le rivage à la nage dont j'ai parlé, elle traverse sans poids. Et sauf que la société impose un poids, et c'est ça que j'essaie de casser. Je vais juste répondre sur ce qu'elle a dit parce que il y a une grosse part de vérité dedans. Le choix qui nous est imposé ou le choix que nous sommes libres de faire grâce à notre libre arbitre est souvent orienté par la société dans laquelle on vit. Voilà, donc c'est là qu'on parle d'éveil de conscience. Vous allez dans des pays africains aujourd'hui, où je suis très souvent. Au Sénégal, on appelle ça le rassage. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le tchatcho. Et dans plein de pays, il y a plusieurs noms différents, mais c'est une pratique qui sert à décaper la peau. Les gens vont à refuser la couleur de leur peau. Donc, ils sont libres de mettre la pommade qui va leur permettre de devenir blanc. Ils sont libres de le faire. Mais quels sont les risques? Quelles sont les conséquences? Et puis en plus, quelle image ça renvoie déjà à cette population? Donc, à ces personnes, on ne va pas leur dire, on ne va pas mettre la police derrière eux pour leur dire ils seront emprisonnés, arrêtez de le faire. Non, ils sont libres de le faire. Mais qu'est-ce qui vous pousse à vous décaper la peau avec des produits dangereux, des produits qui causent des cancers? Donc le débat, comme vous l'avez dit, il est ouvert. Et c'est vrai, on ne va pas faire le débat des nappies dans les années 2010 qui était assez virulent. Ce n'est pas le combat. Non, on veut des cheveux naturels, crépus, durs, secs. Non. C'est pas le débat. Mais c'est de dire, voilà, vous avez des cheveux naturels, essayons de trouver des solutions pour pouvoir entretenir ces cheveux, lui apporter des soins, de sorte qu'ils puissent être beaux, bien entretenus. En fait, c'est ce que je pense. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, c'est que c'est en Afrique, donc en Afrique noire, qu'il y a le plus de ventes de choco et de tous les produits éclaircissants. Donc c'est pour montrer à quel point les stigmatisations ils sont encore plus intériorisées dans des endroits et dans des sociétés où il y a quasiment que des noirs, une majorité de noirs. C'est même pas en France où la société, enfin, où il y a beaucoup plus de diversité et de population blanche. Donc c'est, ouais. Et juste pour finir, et après je répondrai. Oui, on prend deux interventions après toi, et puis on va passer au spectacle. Et mais non, j'ai savais ce que je voulais dire. Alors moi, je voulais simplement intervenir pour déjà vous remercier d'avoir fait cette intervention et derrière aussi pour se dire que le travail commence certes entre les différentes cultures, mais ça commence aussi surtout entre nous, parce qu'il y a beaucoup de discrimination entre nous-mêmes. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis antillaise africaine, et c'est beaucoup de remarques que j'entends, même de la part de personnes qui ont la même couleur de peau que moi, qui ont les mêmes cheveux que moi. Et c'est vrai que je pense que c'est une belle intervention, parce que ça a été axé sur les différentes cultures, mais il faut vraiment penser entre nous, de se valoriser, et de se montrer qu'on est toutes belles, qu'on a toutes des valeurs, et qu'on est toutes des femmes fortes avant tout. Voilà. Une dernière intervention.
Bonjour à tous. Donc, moi j'ai une question. Donc ma question c'est, vous parlez donc des cheveux noirs et des personnes noires. Tu peux me tutoyer, c'est le père de ma nièce. Non, mais je parle de manière générale. Donc moi voilà, je suis pas noir, mais j'ai les cheveux crépus. J'ai les cheveux crépus, donc en fait ce que je voulais savoir c'est est-ce que vous défendez en quelque sorte la cause noire ou les cheveux crépus ou juste les cheveux crépus chez les noirs? Moi, d'une manière générale, je l'ai dit au début, je me considère existentialiste, c'est-à-dire que j'estime que mon existence sur Terre, elle n'est pas faite que pour moi. Donc je défends toute personne qui sent opprimée. Maintenant, je pense qu'on est meilleur quand on choisit un domaine, et moi j'ai des acquaintances personnelles qui font que c'est vers ce domaine-là que j'ai été, mais je vous invite à aller, tu vois, je te vois beaucoup. Je t'invite à aller voir, il y a un mouvement qui s'appelle Shram Beautiful, et chez la communauté arabe, ça prône la même chose, ces cheveux libérés. Donc, comme l'a dit la dame avant, c'est un combat, il ne faut pas mettre un truc forcément négatif dans le communautarisme. Il y a certains moments où c'est primordial, il faut d'abord se retrouver entre soi pour s'aimer, et du coup que ce soit fait dans une communauté afro ou dans une communauté arabe. Juste avant de rendre l'antenne, si je peux me permettre, il y a une dernière chose, une dernière anecdote que je voulais vous raconter. Quand j'ai commencé à penser à ce reportage, je savais brièvement vers quoi j'allais, ce dont je voulais parler. Et en fait, quand j'étais au lycée avec une jeune fille qui s'appelait Victoire. Et au lycée, elle a toujours soit défrisé ses cheveux, elle a toujours eu en apparence des cheveux lisses. On s'est jamais parlé au lycée. Il s'avère que peut-être 2-3 ans après le lycée, on a repris contact pour un tiers événement. On a parlé, et c'est la première personne qui m'a parlé de son big shop, du fait de se raser la tête, et tout ce que ça pouvait entraîner ensuite pendant la repousse, parce qu'il y a quand même des agressions, des regards, etc. C'est elle qui m'a confié ça. On devait se voir. Le temps a fait qu'on ne s'est pas vu, et aujourd'hui j'aimerais lui rendre un hommage, parce qu'un jour on m'a appelé, on m'a dit que Victor était décédé. Sa famille est dans la salle, donc j'aimerais leur rendre un hommage à eux. Merci d'avoir accepté de m'avoir laissé faire cet hommage. Et du coup, sa maman m'a dit au téléphone que le soleil s'était couché trop tôt. J'espère juste qu'avec cet hommage et ce reportage, sa lumière à elle, elle brillera le plus longtemps possible.